Le vendredi, c'est n'importe qui. Eh ben c'est nous. Je suis Jérôme, je suis le plus grand RP du monde, mais je travaille chez Codemasters avec Paul. Le plus petit chef produit du monde. Et on est là pour vous présenter un 101% d'exception, Sous le signe de l'humour. sous le signe de l'humour et de la gourmandise, Exactement. avec une critique du jeu exceptionnelle. Cette semaine, c'est Split Second. Exactement. Ensuite, un compiler sur l'histoire du disque dur. On va finir par les sorties animé manga de la semaine, mais on commence. Par les news. Goodbye. Valve vient de lancer Steam, sa plateforme de distribution de contenu en ligne sur Mac. Fière d'étendre encore un peu plus son influence, la société américaine propose pour fêter l'événement de se procurer gratuitement son FPS novateur Portal. Et ce, que ce soit sur PC ou sur Mac. L'occasion de redécouvrir l'un des tout meilleurs titres de 2007, ou du moins l'un des plus ingénieux. This next test is impossible. Dans le jeu dématérialisé Made in France avec cette fois-ci un titre DSiWare. Sorti début avril sur le service de téléchargement de la portable Nintendo, Alpha Bounce est la première incursion sur console du studio Motion Twin. Situé à Bordeaux, ce dernier était surtout connu jusque-là pour ses jeux web, abordés à de multiples reprises dans l'émission Temps perdu. Alpha Bounce est présenté comme le tout premier casse-brique RPG de l'histoire. Vous dirigez ainsi un détenu de l'ES Corp, une corporation minière toute puissante qui tente de rallier la Terre bien au chaud dans son enveloppe spatiale. L'enveloppe spatiale, c'est la raquette Akanoidesque que vous dirigerez bien sûr. Celle-ci pourra être upgradée à l'aide d'une centaine d'améliorations qui modifieront le gameplay du jeu. Quant à sa durée de vie, soyez rassurés. Avec plus de 25 millions de niveaux, vous devriez mettre un certain temps avant d'en voir le bout. Hé Paul, ça va pas non? On n'a pas une seconde à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la critique de Split Second. BlackRock est un studio interne à Disney Interactive depuis 2006. Pour eux, ils ont développé l'excellent Pure, un jeu de quad orienté Tricks Arcade aux environnements spectaculaires et à la jouabilité finement travaillée. Celle-ci obligeait en effet le joueur à gérer une jauge qui servait à la fois de booster et réaliser des figures de plus en plus spectaculaires. Auparavant connu sous le nom de Climax, ce studio anglais situé à Brighton existe depuis 1999. Spécialisé dans les simulations de course, on leur doit plusieurs ATV ainsi que des MotoGP. Sous l'égide de Disney, ils se sont réorientés vers l'arcade sans pour autant renier la simulation. Avec Split Second, leur pari était donc triple. Se démarquer de la concurrence, proposer une expérience de jeu ultra spectaculaire façon Michael Bay, Jerry Bruckheimer, sans oublier de développer un jeu de course avant tout qui ne sacrifie pas son gameplay sur l'autel de l'arcade. Un pari ambitieux, d'autant plus que des choix assez radicaux ont dû être effectués par le studio. Split Second est le nom d'un show télévisé scindé en 12 épisodes. Au volant de véhicules toujours plus puissants que vous débloquerez après avoir engrangé un certain nombre de points, vous devrez parvenir à finir premier et entier sur 6 épreuves. Pourquoi entier? Parce que la particularité de ce show TV consiste à placer les pilotes sur des circuits bourrés d'explosifs que les concurrents peuvent décider de faire péter en remplissant une jauge de powerplay. Chaque épisode comprend, au sein de ces 6 épreuves, une épreuve bonus à débloquer après avoir détruit un nombre précis d'adversaires, ainsi qu'une course élite qui déterminera le passage à l'épisode suivant et le classement général du joueur dans le championnat Split Second. La structure épisodique du jeu, héritée des séries télé et décidément à la mode ces derniers temps, fait que chaque épisode se conclut par une bande-annonce pour le prochain. Prochainement dans Split Second. Histoire de donner un peu plus de liberté aux joueurs, il sera la plupart du temps possible de choisir entre 2 épisodes après en avoir terminé un. Chaque épreuve proposera également un certain nombre de succès ou de trophées à déverrouiller, qui, petite originalité, se déclineront sous la forme de stickers placés sur votre véhicule. Vos performances offline seront ainsi visibles online façon Mario Kart DS.
Split Second est un jeu de course dont l'orientation arcade se situe au niveau de sa jauge de powerplay, placée sous la voiture. Celle-ci se remplit lorsque vous dérapez, sautez, talonnez un concurrent pour prendre l'aspiration ou lorsque vous parvenez à éviter une attaque pyrotechnique. La jauge comprend 3 slots d'activation. Les 2 premiers, de couleur bleue, sont des powerplay normaux et permettent de faire exploser diverses parties du circuit ou d'activer momentanément des raccourcis. Tandis que le dernier slot, de couleur rouge et nécessitant de remplir complètement la jauge de powerplay, se destine à des explosions réellement énormes. Ces destructions massives modifient souvent le parcours lui-même en rasant des pans entiers de l'environnement afin de créer de nouveaux chemins. Lorsque ce chemin apparaît, il va de soi que les concurrents qui empruntaient le parcours normal à ce moment-là se retrouvent enfouis sous les décombres. Il est ainsi toujours possible de remonter dans le classement, même si vous êtes distancé en gérant correctement ces powerplays. Comme c'était déjà le cas pour Pure, la mécanique de jeu sous-jacente à Split Second table ainsi sur la gestion équilibrée de 2 paramètres, la course pure et les powerplays. La course nécessite de connaître le circuit, ses virages, ses pièges et ses raccourcis. Il est ainsi nécessaire de ne pas perdre de vue ses adversaires afin de pouvoir les ralentir à l'aide des attaques pyrotechniques basiques. Les pilotes adverses peuvent également déclencher des explosions et s'avèrent rapidement très agressifs. Il n'est pas rare d'être propulsé dans le décor ou carrément craché par un concurrent si ce dernier vous percute sur le flanc en plein dérapage. Quant au powerplay, il requiert du joueur un certain sens tactique dans leur utilisation, mais également un excellent timing. Mal utilisée, une attaque pyrotechnique se retourne en effet rapidement contre le joueur, en provoquant son autodestruction pure et simple. Split Second propose également des épreuves assez variées. Des courses simples, des courses à élimination classiques, les fameuses courses élites concluant chaque épisode, les épreuves détonateurs qui sont en fait des courses contre la montre, enrichies par le fait que tout explose au passage du joueur, les épreuves survie où l'on doit dépasser des camions laissant choir des bidons explosifs, les bleus ralentissent le joueur tandis que les rouges sont mortels. Cette épreuve nécessite l'obtention d'un certain score et la bonne gestion d'un multiplicateur de points obtenu en dépassant un certain nombre de camions. Enfin, les épreuves attaque aérienne et revanche aérienne mettent en scène un hélicoptère qui survole la piste tout en tirant des missiles. Il faudra les éviter dans le premier cas et les éviter pour mieux les renvoyer dans le second. Avant chaque épreuve, il sera bien sûr possible de sélectionner son véhicule, certains étant plus adaptés que d'autres en fonction de l'épreuve choisie. Les performances de chaque véhicule sont en effet déterminées par 4 attributs distincts: vitesse, dérapage, résistance et accélération. Split Second propose aussi un mode multijoueur online que nous n'avons pas pu tester avec la version review, ainsi qu'un mode en écran splitté. Ce dernier s'avère plutôt jouable malgré une visibilité réduite et se limite a priori aux épreuves course, élimination et survie. Autant le dire d'emblée, le jeu ne tourne pas en 60 images secondes. Il ne faut donc pas vous attendre à une fluidité à la Mario Kart ou à la Burnout Paradise. Ceci dit, le jeu ne rame pas, même si l'on peut constater quelques soucis de clipping et de brefs ralentissements. Les véhicules sont assez lourds et souffrent, entre guillemets, d'un effet glaçon. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à glisser comme des glaçons sur une fine couche d'eau, sans réellement adhérer au bitume. Il faudra donc apprendre à déraper avec finesse en jouant sur une réaccélération progressive pour ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Si les environnements sont essentiellement urbains et relativement peu nombreux, ils sont suffisamment riches pour ne jamais lasser le joueur. Le fait que les épreuves ne se limitent pas à des courses simples permet d'ailleurs de varier l'approche d'un même circuit, ce qui est plutôt malin de la part de BlackRock. Quant à l'absence d'une option boost, elle ne se fait finalement sentir que durant les premières minutes de jeu. On regrettera en revanche que la jauge de powerplay ne se remplisse pas lorsque l'on agresse un adversaire en lui rentrant dedans. Il est également curieux de pouvoir être crashé par un adversaire façon Burnout sans pouvoir lui rendre l'appareil. Le jeu signale en effet les crashs subis et non les crashs provoqués. La structure en épisode du jeu est une excellente idée, dynamisée par la présence d'une épreuve bonus à débloquer, la notion de championnat liée aux courses élites et le fait de pouvoir régulièrement choisir le prochain épisode parmi 2 options. Les powerplays sont spectaculaires et la mise en scène globale du jeu, avec possibilité de lancer des replays durant les courses, favorise une tension de tous les instants. Les musiques, excellentes, jouent d'ailleurs pour beaucoup dans la qualité de l'immersion. Split Second réussit donc globalement son pari. Il est original et spectaculaire, sans pour autant négliger la course pure, avec apprentissage des circuits et gestion des trajectoires. Mais le jeu souffre malgré tout d'un trop-plein d'éléments aléatoires, liés à un certain manque de précision dans le gameplay et à un framerate poussif. Du coup, on est souvent frustré par des crashs sortis de nulle part et la sensation de n'être jamais complètement au contrôle de son véhicule. Assez subjective, cette sensation sera avant tout partagée par les fans de Burnout Paradise. Mais si vous cherchez un jeu de course à la fois complet et spectaculaire et que la démo disponible sur le live et le PSN vous a séduit, alors Split Second devrait répondre à vos attentes.
Ça t'intéresse les disques durs? Je suis fan. T'es fan des disques durs, toi? Ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est vrai? C'est vachement bien, ouais. Tu veux que je t'en dise un petit peu plus dessus? Bah ouais, t'as du matos? Ouais. J'ai prévu un compiler spécial disque dur. Un compiler spécial disque dur. Eh ben j'aimerais bien voir ça. Bah c'est parti. Ah bah d'accord. Les disques durs. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril, alors aujourd'hui on parle des disques durs il paraît. Ah bon? Ah, j'aurais préféré parler de disquettes en fait. Oui mais bon, ça c'est trop tard, hein. Fallait être là il y a 2 semaines. Je te rappelle que c'est toi qui es pas venu. Oui, mais c'est quand même plus logique de parler de disquettes en premier, non? Pour ta logique humaine peut-être, mais pour moi c'est exactement pareil. Hein? Mais qu'est-ce que t'as fait? Alors, la disquette est un exemple de mémoire de masse, comme on l'avait expliqué il y a quelque temps. C'est-à-dire que les données qui y sont inscrites ne sont pas perdues quand il n'y a plus de courant. Ça a été inventé en 1967 par IBM. Et il paraît que la disquette est morte, est-ce que c'est vrai ça? En réalité, quelques usines vont encore en fabriquer, mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus rare. Donc la disquette est un disque magnétique souple qui est présenté dans un étui, qui permet de la protéger de la poussière. Il en existe plusieurs formats, du 8 pouces inventé par IBM, jusqu'au 3 pouces et demi de Sony, qui a été le format le plus répandu. J'ai une question. Pourquoi on compte les tailles des disquettes en pouces et pas en centimètres? C'est pas hyper pratique je trouve. Ça, il faut que tu demandes aux Américains. Mais note que la fameuse disquette 3 pouces et demi s'appelle en réalité la disquette de 9,4 cm. Mais pour que les gens se rendent compte qu'elle était plus petite que les autres, ils l'ont finalement appelée 3 pouces et demi. Ok. Donc alors si c'est un disque magnétique, est-ce que ça veut dire qu'on peut la coller sur la porte du frigo? Non, ça veut dire que sur le disque, il y a des millions de particules métalliques qui sont orientées d'une certaine manière. C'est leur orientation qui définit les 0 et les 1 sur le disque. Et pour les lire ou les écrire, on utilise un lecteur de disquette, dont la tête de lecture est un espèce d'aimant très perfectionné. Et ça marchait bien ça a pas l'air super fiable comme système. Par rapport à la RAM ou même les disques durs, là c'est chaud quand même. J'imagine que si on touche le disque sans faire exprès, on l'abîme direct. Non, si un humain touche le disque avec ses doigts, ce qu'il risque de faire, c'est surtout de laisser de la graisse. Mais en général, on pouvait le nettoyer, ça. Ah ouais, les humains, c'est vrai que c'est plein de graisse. Je suis au régime, je te signale. Par contre, si tu passes une disquette à côté d'un aimant, par exemple un haut-parleur, il y avait de grandes chances que la majorité des données soient perdues. Bon, il faut aussi comprendre que les données ne sont pas posées au hasard sur la disquette. En fait, ces dernières étaient souvent organisées sous forme de pistes et de secteurs. Comme ça, on pouvait dire au lecteur de disquette « Charge-moi les données de la piste 34, secteur 2 ». Ah, et pour une fois là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais t'apprendre un truc. Est-ce que tu savais qu'il y avait 2 faces sur une disquette? Ah, bien sûr, je le savais. Même que sur les premiers lecteurs de disquettes, on était obligé de retourner la disquette pour lire la seconde face. Mais avec les disquettes 3 pouces et demi, ce n'était plus possible. Du coup, les lecteurs de disquettes avaient 2 têtes de lecture, une de chaque côté. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. Les humains sont tellement habitués aux CD et aux DVD qui sont souvent simple face qu'on a du mal à imaginer ce que ça fait un support où il faut retourner le disque, comme les 45 tours ou les crêpes. Il faut aussi se rappeler qu'en fonction de l'ordinateur qu'on utilisait, le nombre de pistes et de secteurs variait sur la disquette. Parfois, il n'y avait même plus de secteurs. Donc à chaque fois qu'on achetait une disquette, il fallait la formater, c'est-à-dire inscrire sur la disquette les pistes et les secteurs vides, un peu comme on laboure un champ avant de semer. J'aime tes métaphores agricoles, Cyril, ou sexuelles, je sais pas. Mais bon, sur la fin, tout le monde formatait au format MS-DOS, donc les fabricants vendaient les disquettes préformatées, ce qui n'empêche pas qu'on pouvait les reformater comme on voulait après. C'est cool, mais on s'en fout un peu, non? C'est fini tout ça. Et on entendra bientôt plus parler des disquettes. Ah, peut-être qu'on n'en verra plus, mais on en gardera longtemps les traces. Par exemple, sur un PC sous Windows, les lecteurs de disquettes seront toujours les lecteurs A et B, et le premier disque dur sera certainement à la lettre C pendant longtemps, même si l'ordinateur n'est plus équipé de lecteur de disquettes. Oh, encore une belle aberration humaine. Vous appelez ça comment déjà? C'est l'habitude, c'est ça? En parlant d'habitude, tu remarqueras que l'icône symbolisant la sauvegarde dans tous les logiciels est une disquette, alors même que les utilisateurs les plus jeunes n'en ont certainement jamais touché. Bon, c'est pas logique et ça m'énerve. Je sauve et pas sur disquette. Sur disque dur, monsieur. T'as grandi, toi. Ah, Ça fait plaisir, hein. ouais. On termine par quoi? Bah, comme tous les vendredis, qu'est-ce qu'on va voir, Ah, les sorties animés manga de la semaine. Là, je te le laisse, j'ai horreur des animés. J'ai horreur des mangas. Donc, tu vas la faire toute seule, celle-là. Pour un mec qui travaille dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, on va voir Touch, l'intégrale coffret 1, suivi de Sita chante le blues. Tout de suite.
jeunes filles se sont muées en amour. Cependant, plus tard dans la narration, ce triangle... Il n'est pas courant de trouver un auteur unique à tous les postes clés d'un long métrage d'animation. C'est pourtant le cas avec le film Sita chante le blues, qui a été produit, réalisé, animé et plus encore par l'américaine Nina Pali. Ce projet indépendant est une adaptation un peu décalée d'une célèbre épopée de la mythologie indienne. La réalisatrice met ainsi en parallèle ses déboires amoureux avec ceux de la déesse indienne Sita, épouse dévouée mais finalement répudiée par son mari, le roi Rama. S'il est atypique dans son fond, le film l'est tout autant dans sa forme. En effet, 3 récits s'y entrecroisent, chacun avec un style graphique différent. Les malheurs de l'auteur y sont décrits par des personnages en crayonné. L'histoire de Sita, quant à elle, est évoquée grâce à des silhouettes du théâtre d'ombre, avec de l'animation style papier découpé d'illustrations indiennes. Enfin, chaque événement est ensuite librement adapté sous forme de comédie musicale, dans un style rappelant un peu la technique d'animation sous Flash. On aurait pu s'attendre à un style Bollywood pour les séquences chantées. En fait, il n'en est rien. La réalisatrice a opté pour les morceaux Jay-Z d'Annette Ancho, une chanteuse des années 20. Ces chansons, aux paroles encore très actuelles, semblent particulièrement en phase avec les mésaventures de Sita et de Nina. Côté technique, l'image de ce DVD NTSC multizone est plutôt bonne, même si on regrette quelques petits défauts de compression lors des scènes mouvementées. Les limites de la définition DVD se font aussi un peu sentir sur les séquences très contrastées et riches en détails. Le film n'ayant jamais été doublé, seule la VO en anglais sous-titré est présente sur le disque. Disponible en téléchargement légal sous licence Creative Commons, le long métrage a été agrémenté de bonus par l'éditeur à l'occasion de cette sortie commerciale en DVD. On trouve ainsi 6 courts-métrages additionnels de l'animatrice réalisés entre 2000 et 2002, ainsi qu'une interview de cette dernière. Cette édition DVD bénéficie du label Creator Endorsed, certifiant qu'une partie des recettes des ventes est reversée directement à l'auteur. Ainsi, si vous voulez découvrir une œuvre entraînante et atypique et soutenir une réalisatrice d'animation indépendante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Here we are, you and I. Let the world just hurry by. Even while I waited, somehow, dear, I knew you'd find me, and I'd find you. Here we are, alone together. What matter whether we wandered far? And though we haven't got a bank full, we can still be thankful that here we are. Sayonara, sono hitokoto. Et ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin de ce 101%. Yes. On était ravis de massacrer l'antenne de No Life avec vous. Ouais, Et et puis- qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller se finir chez Game One. Ça marche. Allez, viens, on va leur pourrir leur émission maintenant. À bientôt. À bientôt.